Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 6e édition de FinTech Révolution. Je suis ravie de vous accueillir. Solène Niederkorn, je vais être votre maître des cérémonies pour toute la journée. On va avoir des sujets extrêmement variés qui vont être couverts sur l'entièreté de la journée. Il va y avoir des entrepreneurs, des investisseurs, mais également des métiers, des juristes, beaucoup de personnes qui vont nous livrer, qui vont nous donner beaucoup de feedback. On va, je pense, découvrir de nouveaux sujets et j'espère beaucoup rire ensemble. On a un tout premier panel qui va être sur les big tech, la confrontation entre les big tech et les États, qui sera animé par le cofondateur et le CEO de Asten Family Office, Benoît Mazzocchi. Benoît sera accompagné pour ce panel de 3 invités, Raphaël Bloch, que j'invite à venir, Caroline Comé-Fregnault, et Isance de France. Merci à vous. Bonjour à tous. Est-ce qu'on entend bien? Vous entendez bien? Super. Alors, il y a un an, lors de FinTech Révolution l'année dernière, on parlait du match entre les GAFAM et les BATX. C'est-à-dire qu'on se disait, on a des acteurs qui sont des acteurs tout-puissants, qui finalement ont un alignement d'intérêts assez marqué avec leurs États et que ce combat technologique entre deux blocs majeurs se jouait avec une proximité forte entre ces grosses sociétés technologiques et leurs États. Et quelques semaines après, c'est en novembre 2020, il s'est passé 2 événements qui ont marqué peut-être un tournant dans cette conception de l'affrontement entre les deux blocs. En Chine, il y a eu la suspension de la cotation d'Ant Financial, la filiale financière d'Alibaba, par le gouvernement chinois, qui a ensuite été suivi par pas mal de mesures de restriction dans certains secteurs d'activité. On peut penser aux jeux vidéo, on peut penser à l'éducation, à la blockchain, etc. Et dans le même temps, aux États-Unis, il y a eu l'élection de Joe Biden, qui, là encore, avec la prise de fonction de la nouvelle administration, a changé l'approche du gouvernement américain vis-à-vis de ces GAFAM, et notamment avec la nomination de Lina Khan à l'autorité de la concurrence. Et puis on voit avec la mise en difficulté aujourd'hui de Facebook dans un certain nombre de domaines. Et en fait, il apparaît qu'on est entré dans un monde un peu différent, dans lequel finalement les États ont envie de reprendre la main sur leurs grandes sociétés technologiques, qui sont peut-être allées un peu trop loin dans leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Alors, c'est évident que toutes ces mesures-là vont avoir un impact certain sur le secteur technologique, mais il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire que dans un contexte d'accélération technologique avec la robotique, l'intelligence artificielle, le calcul quantique, la blockchain et la NFT, finalement, on peut se poser la question, est-ce que les États ont encore réellement la main et peuvent vraiment reprendre le pouvoir sur ces entreprises-là? Il y a une autre question, c'est finalement, on reste dans une confrontation de blocs. L'intérêt pour les États d'avoir des acteurs techno-puissants, ça reste une réalité. Et donc, comment on peut contrôler tout en gardant quand même, sans brider, et en gardant une puissance technologique. Et puis, question assez fondamentale, la position de l'Europe là-dedans, parce qu'il y a moins de big tech, néanmoins, il y a une volonté de régulation, et quel rôle on peut jouer. Alors, pour parler de tous ces sujets-là, on a 3 intervenants que je remercie d'être là avec nous. Caroline Comé-Fregnault, donc vice-présidente d'OVH, donc pour Europe, Afrique, Moyen-Orient. Bonjour. Isance de France, docteur en droit, spécialisée sur les technologies duales. Alors dual, c'est civil-militaire, hein, dont notamment l'intelligence artificielle, la robotique. 10 ans de recherche en droit sur l'autonomie des systèmes militaires robotisés. 2 ans à l'Institut Sapiens, et tu es professeur associé à l'école d'IA Avon City. Et Raphaël Bloch, journaliste économique à l'Express, spécialiste des secteurs finance, technologie. C'est ça, bonjour à tous. Donc, pour commencer, Raphaël, une première question peut-être pour toi. Cette situation-là de confrontation entre les grands acteurs techno et les États, comment, d'après toi, comment on en est arrivé là en fait? Oui, alors on ne va évidemment pas revenir sur l'histoire des big tech, ce serait trop long, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette confrontation, on l'a vu venir depuis des années, enfin, elle ne devrait pas nous étonner.
En revanche, elle se pose aujourd'hui, et il y a une vraie question sur la relation entre Big Tech et État, parce qu'il y a eu la crise, et que finalement, en fait, ces géants de la tech, qu'ils soient américains ou chinois, ont pris, j'allais dire, une place démesurée dans l'économie. On l'a vu, on s'est retrouvés confinés, et on a tous utilisé en fait, des services développés par ces grandes entreprises. Et si vous voulez, à partir du moment où elles atteignent en fait, une taille critique dans l'économie, on peut se poser la question de leur statut, c'est-à-dire que ce ne sont plus simplement des entreprises privées. Alors, il y a des réflexions à l'œuvre depuis des années sur la question, mais aux États-Unis, on commence à se demander si ce ne sont pas des utilities, donc une forme de service public. Et c'est vrai que quand on parle de service public, eh bien, on parle de politique, d'État. Et donc, vous retrouvez des acteurs qui, effectivement, sont sur le même terrain. Vous avez un Google qui va être capable d'offrir des services dans l'éducation, dans l'infrastructure. Amazon s'occupe de la livraison de presque toute l'économie américaine. Alors, évidemment, je force le trait, mais on voit la dynamique à l'œuvre. Et donc, derrière, les États ne peuvent pas se permettre, en 2021, d'être totalement dépossédés, j'allais dire, de leur pouvoir. Et donc, se pose la question évidemment de savoir bien comment les deux peuvent coexister, comment on régule, comment on fait en sorte, on voit aux États-Unis, que ces entreprises bien, ne captent pas toute la valeur, parce que derrière il y a des questions de concurrence, comment vous faites émerger. Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises en France, mais quid demain de ces entreprises, notamment dans la tech, si vous avez autant de géants de la tech qui bien, sont capables de développer des services concurrents, de vous absorber, de développer sur votre marché d'autres entreprises. Donc voilà, cette confrontation, elle va avoir lieu. Moi, juste sur final, c'est vrai que ça peut donner l'impression que l'un des deux va disparaître. Bon, là-dessus, on peut évidemment souhaiter que ça ne soit pas le cas. Et je pense qu'après, justement, on va pouvoir développer sur comment, aux États-Unis, en Chine, en Afrique ou en Europe, justement, on va préparer le terrain à cette coexistence, si possible, la plus pacifique possible. Alors, justement, sur tu parles de 3 blocs, alors, on va dire US, Chine, Europe, pour simplifier. Finalement, on voit ce mouvement qui est un peu général, hein, ça se passe un peu partout. Est-ce que ce mouvement est vraiment unifié, Isance? Est-ce que, peut-être d'un point de vue du droit, c'est les États, finalement, dans un mouvement global, où tous les États vont faire la même chose pour la même raison, ou est-ce qu'il y a quand même des différences entre les différentes zones? Alors moi, je suis pas certaine qu'il y ait une véritable confrontation. Je pense qu'on est en fait arrivé à un moment où en fait, on est en train de structurer l'espace numérique, donc en fait, qui s'est auto-régulé en fait pendant quelques années. Donc on a laissé faire effectivement au sein de l'Union européenne, ça c'est évident. On ne savait pas du tout en fait comment est-ce que le droit pouvait répondre à cet espace numérique. D'où aussi l'intérêt de réfléchir à cette nouvelle forme de coexistence entre Big Tech et État à travers le droit, parce que le droit, ça reste une arme juridique que possède en fait l'État. C'est son arme ultime en fait pour imposer son autorité. Et le droit, par ses capacités à organiser, à classifier, à bien nommer les choses, en fait rappelle tout simplement dans cet espace numérique quel est le rôle et la finalité qu'on veut donner à ces Big Tech et à ces États. Alors si vous prenez effectivement la Chine, elle a fait le choix assez vite. Du reste, quand vous regardez son plan Made in China 2025, très vite, elle a dit tous les grands sujets techno de demain, ils seront en fait menés ils seront menés d'une main de maître par le parti, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas eu de discussion, parce que j'ai vu, moi, à l'Union européenne, on a beaucoup discuté sur, finalement, des nouvelles formes de gouvernance, est-ce que ça serait plus horizontal, voilà, donnant aussi plus de pouvoir aux big tech. En Chine, ils ont toujours dit, ça sera une gestion très verticale, en fait. Donc là, on voit bien le virage qu'elle prend, hein, clairement, avec ces nouvelles réglementations. Elle réaffirme que tout passera par le parti politique. Voilà, l'Union européenne, donc je pense qu'on a passé quelques années à réfléchir sur ces nouveaux modèles de gouvernance. Bon, aujourd'hui, la crise nous rappelle qu'on arrête de réfléchir maintenant. Il faut agir et il faut faire des vrais choix. Donc, qu'est-ce que souhaite l'État, à la fois l'État français, mais aussi qu'est-ce que souhaitent les États au sein de l'Union européenne et qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait pour protéger en fait leurs fonctions régaliennes. En fait, c'est aussi ça le sujet. Battre monnaie, tout ce qui est sécurité et défense. Là où effectivement, tu disais très bien, les big tech ont pris voilà une belle place. Aux États-Unis.
En fait, Obama tout de suite avait dit, eh bien, il y aura une forme de coopération avec les big tech, à laisser faire. Il y a eu beaucoup de réglementations pour faciliter cette innovation. Trump avait bien évidemment un peu serré la vis. Et là, effectivement, ce qu'on voit apparaître, c'est que Biden veut resserrer effectivement la vis pour dire, écoutez, ça passera aussi par l'État, tout en prenant en main ce qui est assez nouveau en fait pour les États-Unis, c'est que là la notion de protection des utilisateurs rentre maintenant dans toutes les considérations, nouvelles considérations juridiques. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà. Et alors justement, si on regarde de manière concrète, Caroline, avec un acteur européen leader du secteur, OVH. Si on revient sur les enjeux du cloud en Europe, comment ils sont perçus en fait? Alors c'est vrai que la situation en Europe elle est assez différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en Chine, puisque on voit que l'État a compris l'enjeu stratégique que représentait la donnée et le fait d'être en maîtrise en fait de l'hébergement et de l'accès à cette donnée. Et donc il y a des acteurs très forts qui se sont développés sur les deux continents. En Europe, aujourd'hui, on utilise quand même massivement les technologies américaines et on commence à utiliser aussi les technologies chinoises. Et donc, il n'y a pas eu cette prise de conscience, en tout cas sur l'importance qu'il y avait de développer une filière forte. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des signaux positifs qui vont dans le sens d'un changement. Bon, déjà, il y a des aspects réglementaires et je suis beaucoup moins spécialiste que ma voisine, mais donc il y avait évidemment la RGPD, qui existe depuis longtemps. On voit qu'il y a eu Schrems 2 avec l'arrêt du bouclier juridique pour se dire qu'il fallait quand même qu'il y ait une protection des données des citoyens français, mais au-delà, c'est la donnée économique qu'il faut protéger. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de ces lois extraterritoriales et de la menace que ça peut représenter pour les citoyens et l'économie européenne de ne pas protéger correctement ces données. Maintenant, au-delà de ça, il y a des enjeux économiques. Et les enjeux économiques, donc on a mené une étude avec KPMG pour voir ce que représentait le marché du cloud. En 2020, c'est 53 milliards d'euros. En 2027, il sera à plus de 254 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux importants d'un point de vue économique. Forcément, ça attire du monde. Et c'est aussi 600 000 emplois qui doivent se créer dans ce domaine-là. On sera sur un secteur qui pèsera autant que les télécommunications. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on veut vraiment prendre une partie de ce gâteau-là, avoir des métiers à valeur ajoutée, rester maître de nos technologies, ou est-ce qu'on veut toujours être dans une logique de déploiement, de mise en œuvre, de solutions qui sont pensées ailleurs? Voilà. Donc nous, on est convaincus que c'est un enjeu important et on veut contribuer à cet écosystème cloud européen. Donc on est un acteur dans une chaîne, puisqu'il y a les éditeurs de logiciels, il y a les fournisseurs d'infrastructures et contribuer au développement à la fois pour l'avenir de certains emplois, la protection des données de l'ensemble des citoyens et des entreprises en Europe. Et alors, si on regarde ce nouveau mouvement de compétition, coopération avec les États, Raphaël, comment on peut évaluer le rapport de force réel en fait entre ces deux types d'entités? Ouais, en fait, c'est tout bêtement. Il faut voir quels critères on retient. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que les géants de la tech, je prends par exemple le cas de Facebook, si on prend le nombre d'utilisateurs, on est sur des chiffres qui sont absolument phénoménaux. Alors après, on peut discuter de la pertinence de ces chiffres, mais si vous voulez, on arrive à des niveaux sur certains indicateurs qui finalement en fait, ne permettent plus aux États d'avoir une part de contrôle, parce que vous êtes sur des entreprises qui ont finalement une assise mondiale. Et donc, on l'a vu par exemple sur la taxation, concernant les géants de la tech, il a fallu des années pour se mettre d'accord sur un impôt minimal, parce que finalement, les géants de la tech étaient capables de négocier. C'est aussi ça, leur force, c'est que quand vous êtes hyper puissant, vous êtes capable de négocier en fait, face à des alter ego. Quelques États sont évidemment hyper puissants, on pense aux États-Unis et à la Chine, mais tous les États n'ont pas les moyens des États-Unis et de la Chine. Et on voit bien que par exemple un État comme l'Irlande a évidemment pendant des années profité finalement de la désorganisation au niveau européen pour attirer des sièges, attirer les Google, les Facebook. Donc il y a déjà cet élément-là. Et puis après, sur le rapport de force, il y a aussi, quand vous pesez autant économiquement, vous êtes en mesure de négocier également avec les États. Une société qui m'intéresse beaucoup, c'est Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon,
on parle beaucoup d'Amazon comme étant un monopole, mais aux États-Unis, vous êtes aussi presque dans le cas d'un monopsone. Un monopsone, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en fait le seul vendeur, vous êtes aussi le seul acheteur. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement encore plus compliqué à gérer parce que c'est vous qui définissez le marché. Mais encore plus, c'est-à-dire qu'en termes de main-d'œuvre, c'est aujourd'hui Amazon qui recrute un Américain sur 2, enfin j'ai en période de crise. Donc vous avez ces éléments-là, et c'est vrai que derrière, et c'est là où je vous rejoins, c'est que le droit a quelque chose de très important, parce qu'il faut savoir que les géants de la tech craignent deux choses. C'est la disruption technologique, on le voit bien justement, il y a des fintechs qui peuvent venir embêter les big tech, et puis il y a la régulation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si vous avez une règle qui s'applique au niveau mondial, vous avez les big tech qui sont obligés de se plier à cette règle, et là, ça peut venir perturber leur business. Si demain, vous contraignez, je sais pas moi, il y a une règle très ferme sur la publicité, je veux dire, Facebook va devoir s'y conformer, et dans ces cas-là, ça perturbe totalement leur modèle. Donc effectivement, c'est du côté du droit qu'il faut se tourner. Maintenant, on le voit bien, vous avez des entreprises qui ont cette surface mondiale, et tant que vous n'avez pas une organisation en face à l'échelle européenne, donc on fait des progrès. Mais il faudrait que ce soit au niveau mondial pour qu'il y ait véritablement, j'allais dire, un combat à armes égales et une négociation qui puisse déboucher sur des avancées du type gagnant-gagnant. Alors, quand on regarde au niveau de l'Europe, à l'inverse, ce combat, il est moins un combat qu'une volonté d'essayer de développer la filière, les acteurs. Alors, avant-hier, Caroline, on a entendu Emmanuel Macron déclarer qu'il est utopique de penser qu'il y aura un cloud souverain dans les 5 ans qui viennent. Quelles sont les initiatives et les soutiens possibles en fait, de la part des pouvoirs publics et de la puissance européenne ? Bon, alors déjà, c'est un peu une surprise pour moi d'entendre ça, parce que des clouds souverains, on est là pour le prouver, il en existe. On n'est pas les seuls d'ailleurs en France à proposer des solutions cloud en mode souverain. Voilà. Après, ce qui est important, c'est qu'on arrive à se développer, à accompagner dans l'innovation, notamment l'ensemble des usages qu'il peut y avoir en Europe. Donc ça c'est déjà un premier point. Après, c'est vrai que quand on parle de cloud souverain en France, souvent on va penser franco-français, et il est clair que l'approche, il ne faut pas qu'elle soit française. On est quand même déjà en France, voilà, on est sur une taille on n'a pas la taille critique en France pour justifier d'investissement suffisant, donc il faut développer des acteurs forts à une échelle européenne, ce qui est notre ambition. On est présent dans un certain nombre de pays avec des data centers en Europe, et derrière on a besoin aussi d'avoir des cadres qui nous permettent de faciliter l'accès aux différents marchés européens. Et là, je vais citer 2 initiatives qui contribuent à cela. Donc, il y a Gaia-X, donc une initiative qui a été lancée sous l'impulsion des gouvernements français et allemands, avec l'ambition de développer 2 choses, des notions de labellisation qui vont permettre de se dire, voilà, c'est quoi un cloud de confiance, un cloud, voilà, quelles sont les caractéristiques des différents services que l'on peut avoir en Europe, parce que c'est un peu la jungle et c'est très difficile, même pour les entreprises, de savoir finalement à quel niveau de confiance elles peuvent avoir dans les clouds proposés sur le marché. Et puis un autre sujet important, c'est la capacité à partager des données. La donnée, c'est vraiment quelque chose de stratégique qui va être un outil de compétitivité, et donc il y a une volonté de développer des data space par secteur d'activité. Donc il y en a un sur la finance qui est d'ailleurs très, très actif et qui permettra aux entreprises de partager des données de manière à développer leur compétitivité. Donc Gaia-X, c'est une initiative. Mais après, il y a des notions aussi de normalisation, de certification. Notamment aujourd'hui en France, on a avec l'ANSSI Secnum Cloud. Donc on a une offre d'ailleurs qui est sortie qualifiée Secnum Cloud. Si on va en Allemagne, on va parler de C5, en Italie de Agide. Donc il faut suivre les différentes approches, ça manque de lisibilité. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'ENISA, qui est l'agence de sécurité européenne, pour mettre en place le UCS, et donc on est très promoteur de cette démarche afin d'avoir quelque chose d'homogène en Europe. Donc voilà, pour moi, il faut raisonner européen et il faut avoir des cadres qui nous permettent de développer des offres à l'échelle européenne. Tu verras. Oui, non, c'est juste, je partage ce que vous dites. Là où, évidemment, je vais être un peu plus critique, c'est que on pourrait discuter pendant des heures de Gaia-X. C'est évidemment très bien d'avoir ce type d'initiative, mais je pense, après c'est personnel, qu'on rate un peu la cible et que malheureusement, face à ce qui se passe quand on voit les géants du cloud américain et puis ça va arriver en Chine, je pense que vous avez raison, on ne peut pas peut-être le faire à l'échelle française, mais donc faisons-le, mais du 100% européen. Enfin, mais de bout en bout,
et sans effectivement de partenariat avec les Américains, ce qui ne nous empêche pas, je veux dire, de travailler avec eux sur d'autres choses. Mais je crains que, un peu comme sur les précédentes vagues technologiques, on se retrouve. Les Américains ne nous ont pas attendus, les Chinois font la même chose. Je prends juste, moi, c'est quelque chose qui me frappe, c'est vous prenez la Chine, qui est finalement le seul pays qui s'est totalement fermé aux technologies américaines. Ils ont beaucoup investi et aujourd'hui, ce sont les seuls finalement à avoir des géants qui sont capables de concurrencer les géants américains. Alors évidemment, c'est un autre marché, mais si on raisonne à l'échelle européenne, on pourrait aussi quand même imaginer développer nous-mêmes des technologies qui seraient de vrais concurrents aux technologies américaines. Mais bon, on est obligé en 2021 de faire avec ce qu'on a, mais je pense qu'on n'est pas assez ambitieux à ce niveau-là. Caroline, un mot? Non, mais je suis d'accord avec ça. Après Gaia-X, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le board de Gaia-X, il n'y a que des Européens. Donc les décisions doivent être prises par les Européens, même s'il y a eu beaucoup de bruit autour de l'arrivée dans l'association d'acteurs américains. Alors, Isance, quand on parle de confrontation économique et technologique, on l'a dit, il y a aussi une guerre de nature juridique. Est-ce que, finalement, à une époque où on dit « code is law », les États ont encore l'ascendant là-dessus? Est-ce que c'est possible de définir en fait les politiques à partir sur un sujet que, finalement, il y a une faible maîtrise par les États? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on a développé cet espace numérique, quand il s'est développé, effectivement, vous aviez un chercheur qui s'appelait Laurence Lessig qui avait dit attention, code is law, ce qui voulait dire en fait, ce sont les technologies qui vont faire la réglementation de demain en fait. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. En fait, ce ne sont pas forcément les technologies qui font la réglementation. Justement, on essaie. Ce qui est important pour le droit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit n'est pas une finalité en soi. Il est un moyen, au service d'une finalité, d'une vision, d'une ambition. Voilà. Donc, ce qu'on voit, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, l'Union européenne a pendant été très longtemps, elle a fait du droit d'obstacle. En réalité, elle n'a fait que ça. Et là, elle essaie en fait un peu de faire du droit justement un peu de droit de promotion de ces valeurs. Attention toutefois à ce que justement ce code is law ne devienne pas law is code, c'est-à-dire que la loi soit figée. C'est pas l'objectif en fait. Là, l'Union européenne, elle doit faire en sorte d'avoir une certaine forme de sobriété réglementaire, d'être performante juridiquement. En fait, pour permettre d'avoir des règles de droit assez souples aussi, pour répondre au développement de ces technologies qui ne sont pas encore... par exemple, vous prenez l'intelligence artificielle, ce qui est compliqué pour le droit, c'est que c'est une technologie qui n'est pas encore mature. D'où l'importance, en fait, effectivement, de mettre des limites, justement, au développement, au déploiement de certaines entreprises ou de certaines technologies. Voilà. Si on se projette un peu, c'est quoi les grandes technos du futur pour OVH notamment? Sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Sur quoi il va être nécessaire de réguler ou de pousser des acteurs, enfin d'organiser la suite? Et comment c'est organisé au niveau d'OVH et au niveau européen? Alors, je vais peut-être parler de quelques initiatives, pas de la globalité. Donc, Isance parlait d'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets sur lesquels on fait de la recherche et développement. Donc, en général, on ne fait pas appel aux fonds publics. Ce qu'on souhaite, c'est de la commande publique pour nous aider à nous développer. Néanmoins, il y a eu des projets lancés, des IPCEI sous l'impulsion de Thierry Breton pour financer de la recherche dans le domaine du cloud. Et donc la France, dans ce cadre-là, va donner 300 millions d'euros pour un certain nombre de projets dans le domaine du cloud. Et on a été sélectionné sur 2 sujets qui sont l'intelligence artificielle, le but étant de développer des solutions européennes qui permettront de processer et de traiter, de faire des modèles dans un modèle souverain à l'échelle européenne, en protégeant les données des entreprises qui sont utilisées lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle. On travaille aussi sur une plateforme cloud basée sur de l'open source. Donc c'est déjà une technologie qu'on privilégie au maximum. Pourquoi? Parce qu'elle est ouverte, elle est réversible, elle permet de l'interopérabilité. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est éviter le vendor lock-in qu'on peut connaître avec certains fournisseurs d'applications. Donc voilà, donc il y a cette initiative qui est une initiative importante à laquelle on contribue. Et sinon, il y a aussi... Et là, on parle, de commande publique. C'est pas de la commande, non, justement. Là, on est sur de la recherche et développement avec du financement public.
Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est de la commande publique parce que c'est ce qui nous permettra de nous développer de la manière la plus saine possible. Au-delà de ça, il y a le quantique aussi qui est un sujet important sur lequel on a des activités de recherche et développement et on accompagne notamment, ça fait partie de notre démarche, les startups dans le monde du quantique. On a quelques belles startups comme Cryptonex, Pascal, C12, voilà, qui sont en train d'émerger chez nous en France et donc on les soutient avec de la mise à disposition d'infrastructures et du conseil pour qu'ils puissent utiliser nos technologies. Ça veut dire que finalement, quand on regarde les gros acteurs, grosses sociétés technologiques internationales, notamment américaines, qui investissent, elles, massivement, est-ce qu'il n'y a pas finalement en Europe une logique plus de constitution d'écosystèmes C'est ça, oui. Une logique un peu de rattrapage avec cette approche-là de fonctionnement par écosystème. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est-à-dire, oui, ce qu'on voit, c'est que le marché, finalement, il est plus éclaté en Europe. Il y a des éditeurs spécialisés sur certains sujets. Donc, on peut citer Talentsoft, maintenant racheté par Cegid. On a un bel acteur qui est en train de se développer très fortement dans le monde de l'ERP, qui est Odoo, qui est un acteur belge. Bon, on a historiquement SAP, bien sûr, qui existe. Donc, on a pas mal d'acteurs donc, sur la partie éditeur de logiciels, sur la partie infrastructure. Donc, le marché, il est plus disséminé que des grands qui intègrent tout, en fait, dans la chaîne de valeur. Mais du coup, si on arrive à créer ce cadre ouvert, interopérable, voilà, on va permettre aussi de garder une innovation et un dynamisme qui peut être tué aussi à un moment donné par des grands qui rachètent tous les concurrents. Enfin voilà, ça a ses limites aussi en matière d'innovation et de dynamique économique. Donc voilà, le marché européen, on le voit plus éclaté, mais il y a quand même de belles pépites. Et si on arrive à avoir des standards communs, il peut se développer de manière intéressante. D'accord. Isance, tu as un peu déjà évoqué le sujet que il ne faut pas qu'on régule trop vite, trop tôt. Donc ça, c'est effectivement un des enjeux. Et néanmoins, on voit les blocs qui se positionnent sur ces sujets de régulation dès maintenant. Et alors, c'est quoi le risque? Est-ce qu'on a un risque, finalement, que demain, d'avoir des normes régionales dans un monde qui serait global, c'est-à-dire un fractionnement des zones? En fait, quand même, le droit a quand même une assise avant tout territoriale. Hein. Donc, forcément, il y aura forcément des logiques de bloc, puisque derrière l'utilisation du droit, il y a aussi la volonté de promouvoir une vision. Donc voilà. Mais le sujet de l'intelligence artificielle, là-dessus, est très intéressant. Parce que, en fait, l'Union européenne, la France surtout, s'est emparée très vite du sujet de l'intelligence artificielle. Finalement, elle n'avait pas forcément la technologie, mais juridiquement parlant, elle avait déjà une vision. Pour rappel, en fait, en 2012, la France a initié les premières réflexions sur la robotique militaire au sein des conventions sur les armes classiques au sein de l'ONU. Et tout de suite, l'Union européenne a dit notre vision de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle devra augmenter les capacités cognitives de l'homme, augmenter les capacités physiques de l'homme. Donc elle a clairement dit, en fait, face à cette vision de l'homme finalement augmenté, eh bien, on va mettre en place tout un système juridique qui va permettre à l'homme en fait, de continuer à maîtriser et à contrôler cette technologie. Là où, même si les États-Unis ont la technologie, eux derrière, il y a une toute autre vision de ceux qui font l'intelligence artificielle. Ils ont une vision de l'homme remplacé. C'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, on a toujours tendance à être un peu pessimiste sur ces grands sujets-là, mais je dois quand même dire que là-dessus, l'Union européenne a tout de suite un peu imposé sa vision de l'intelligence artificielle et de la robotique, voilà. Et on le voit, il y a le nouveau projet de réglementation en IA qui est en discussion, donc voilà, l'année prochaine. Je crois qu'effectivement l'Union européenne il y a forcément cette logique de bloc, mais l'Union européenne a tout à dire, en tout cas sur cette grande technologie, en faisant un droit, voilà, avec ce que la Commission européenne appelle l'âme humaine, en conservant cette âme humaine, voilà. Donc, mais est-ce que c'est en étant là plus tôt sur la réglementation qu'elle peut s'imposer à l'échelle internationale? En fait, elle a pris le temps. En fait, l'Union européenne a quand même pris le temps justement de la réflexion pour dire voilà quelle est ma vision, quelle est ma finalité. Donc, la manière dont on va construire le droit,
Ça va pas être voilà ce qu'est la technologie et donc comment est-ce qu'on peut réglementer. C'est voilà ce qu'on veut que soit la technologie. Donc elle a déjà pris vraiment un pas d'avance en disant l'intelligence artificielle sera, enfin ça sera ça, voilà, et elle a anticipé. Et ça, c'est hyper important, parce que plus elle va anticiper, plus elle va emmener d'acteurs derrière elle, voilà, parce qu'elle aura déterminé très tôt quels sont les obstacles, et donc ça va permettre d'être leader, au moins sur ces questions d'intelligence artificielle. J'y crois beaucoup, voilà. À l'Union européenne, en tout cas, sur ces questions d'intelligence artificielle, je pense qu'elle a vraiment son mot à dire, en tout cas sur la régulation, parce qu'elle a pris ce temps que n'a pas forcément pris d'autres blocs. Voilà, juridiquement parlant, je parle. Voilà. Ouais, juste pour rebondir, je pense que là, Isan soulève peut-être le point le plus important, mais qui explique aussi peut-être pourquoi l'Europe a un peu de retard. C'est qu'on est très bon en Europe pour effectivement réfléchir à la loi, faire des règlements, ça c'est une très bonne chose, mais comme tu l'as souligné, malheureusement, si on définit en fait les technologies par le droit, on loupe une partie de l'innovation, parce que par définition, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire avec le quantique, l'intelligence artificielle, avec la blockchain, enfin tout ce que vous voulez. Et donc le problème, c'est que quand vous vous contentez de réfléchir à la taille du terrain et à se dire combien on met de gens en tribune, mais on ne sait pas à quel sport on a envie de jouer, c'est un peu compliqué. Il y a toujours ce bon mot de Jack Ma qui avait dit « En Chine, nous, on fait et après on régule ». Alors évidemment, ça pose des problèmes parce que ça peut déboucher sur du grand n'importe quoi, mais on voit aujourd'hui où ils en sont. En Europe, et c'est très bien, je suis européen et je me retrouve dans cette vision des choses, mais il faut aussi qu'on ait conscience de ses limites, parce qu'à mettre finalement des barrières trop tôt, on s'empêche peut-être d'innover totalement, et on passe à côté de ruptures technologiques qui auraient peut-être pu nous permettre de devenir leader dans tel ou tel secteur. Et je pense à des secteurs comme la blockchain, comme le quantique. Je pense que le cloud, on a une vraie, évidemment. Oui, non, mais tout à fait, voilà. Parce que c'est lié, hein, c'est-à-dire qu'il nous faut l'infrastructure pour mouliner tout un tas de données et justement développer des technologies liées à l'IA. Mais donc voilà, c'était juste pour rebondir sur ce point-là, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'Europe et le reste du monde. C'est sa force, mais c'est aussi, il faut qu'on en soit conscient, sa faiblesse. Mais c'est pour ça que l'Union européenne ne réglemente pas sur les aspects techniques de l'intelligence artificielle. Elle réglemente sur les aspects de risque et d'usage. Donc, par définition, on ne peut pas anticiper. Enfin, je veux dire, on peut. Enfin, c'est tout l'intérêt du droit. C'est du droit prospectif. C'est de dire, voilà, quels sont les risques si on déploie ces technologies. On est quand même en capacité, effectivement, de dire si on va à droite plutôt qu'à gauche, on prend ce risque-là. Ça, c'est évident. Donc, c'est là où là où effectivement les États-Unis ou d'autres pays réglementés sur les aspects techniques, elle a vraiment décidé de dire, regardons quels sont les usages et regardons quels sont les risques si on développe ou si on déploie ce genre de technologie. Donc voilà. Raphaël, peut-être un dernier mot sur des perspectives de long terme et notamment peut-être sur ces sujets d'intelligence artificielle. On voit que la Chine est en train de prendre une avance assez nette au plan mondial sur des technos qui finalement vont un peu façonner le futur. Hein. On parlait d'hommes augmentés, d'hommes transformés. C'est assez structurant. Dans quoi on peut se projeter ? J'ai à côté de moi une représentante d'OVH Cloud. C'est une entreprise qui témoigne de la capacité de l'Europe à évidemment se positionner sur des technologies innovantes et d'avenir. Après, je pense que l'essentiel en fait, des enjeux concernant l'Europe, et on en a un peu parlé, c'est la commande publique. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, la plupart des grands groupes, vous avez beau être dans la première économie du monde, très capitaliste, l'économie de marché, tout ce que vous voulez, les grands groupes se sont aussi bâtis grâce à la commande publique. Je viens de finir un bouquin sur Amazon. Je veux dire, ils signent des contrats monstrueux avec l'État fédéral. Et c'est vrai que c'est pareil, vous prenez l'Europe, c'est très bien de la concurrence partout, mais il faut aussi de temps en temps flécher des programmes. Là, on parle de beaucoup de plans de relance, plans d'investissement. On devrait mettre des sommes mais colossales. Enfin, je suis journaliste financier et aussi tech, mais sur les marchés, il y a des quantités phénoménales de fonds en circulation.
s'il y a bien un moment pour emprunter, je veux dire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut financer toutes les technologies d'avenir. Et de mon point de vue, on n'en fait pas assez à ce niveau-là, alors qu'on a des cartes à jouer dans des technos comme le cloud, voilà, quantique, encore une fois, la blockchain. Il y a plein de choses à explorer, mais il faut y aller maintenant, parce que les investissements d'aujourd'hui, on en touchera les fruits dans 5 ou 10 ans, mais si on ne les fait pas, c'est clair qu'on ne verra rien. Ok, donc ça nous fait Il faut rester optimiste. Ça nous fait une conclusion, c'est qu'on va souhaiter une excellente IPO à OVH demain, et avec beaucoup de commandes publiques, on l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.